Eh bien, bonjour, nous allons voir aujourd'hui les effets de la prescription. Nous avons vu les délais de prescription et donc nous allons voir les effets qu'a cette prescription, effets évidemment qui sont très importants. Alors commençons par la conséquence d'ordre général et puis nous verrons quelques cas, quelques situations un tout petit peu particulières. Alors tout d'abord, la conséquence d'ordre général, celle-là, elle est simple. La prescription a le même effet que le paiement de l'impôt, c'est-à-dire elle a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable. C'est donc quelque chose évidemment de très important, c'est une garantie évidemment très importante puisqu'à l'expiration de ce délai de prescription, l'administration ne peut établir cette imposition, que ce soit une imposition primitive, c'est-à-dire l'imposition initiale, ou l'imposition supplémentaire. Donc ça c'est la garantie essentielle du contribuable et c'est donc, comme vous le savez, la prescription du droit de reprise. Je me permets encore une fois, et nous y reviendrons dans un instant d'ailleurs, de vous rappeler que c'est la prescription des droits de reprise et non pas la prescription du droit de contrôle. Vous savez que le droit de contrôle est un droit général, le droit de reprise c'est le droit d'émettre des impôts supplémentaires. Nous aurons l'occasion d'y revenir, vous allez voir. N'est-ce pas, cette conséquence d'ordre général, l'administration dont on le dit, finalement, peut-on ou non renoncer à la prescription? Eh bien, a priori non. On ne peut pas renoncer à la prescription, on ne peut pas y renoncer d'avance. Et ça, c'est le Code civil qui le dit, n'est-ce pas? On ne peut pas renoncer d'avance à une prescription. Mais alors, en particulier, on peut quand même renoncer de manière tacite à la prescription, c'est-à-dire en particulier, on peut y renoncer tacitement en cas de paiement spontané, voyez-vous, le paiement spontané par le contribuable. Alors, évidemment, c'est assez rare, mais ça peut arriver, vous voyez. Évidemment, on me dirait, a priori, c'est un peu ballot de payer un impôt alors qu'on aurait pu ne pas le payer. Mais enfin, ça arrive. Il y a des gens qui, par ignorance ou peut-être parce qu'ils sont particulièrement civiques, paient spontanément leur impôt. Dans ce cas, c'est une renonciation tacite à la prescription. Et ça, on peut le faire, on peut renoncer. On ne peut pas y renoncer par avance, mais lorsque la prescription est acquise, on peut effectivement y renoncer. Ça n'est pas inutile. Alors donc, l'administration, dans ce cas, nous dit que, dans ce cas, on accepte évidemment l'encaissement, pas les pénalités. Les pénalités, elles, on n'accepte pas lorsqu'elles sont prescrites, mais le paiement doit être spontané. Si le paiement a été fait à la demande de l'administration, alors à ce moment-là, la prescription jouant, dans ce cas, il faudra restituer. Donc, on restituera, le cas échéant, donc, soit les pénalités, même si ça a été spontané, mais il faudra restituer aussi le paiement qui aurait été fait à la demande de l'administration, la demande qui a donc été effectuée à tort. Il s'agit uniquement donc de la renonciation tacite, ne concerne donc que le paiement spontané des impôts. Encore une fois, c'est assez rare, mais ça arrive parce que tout le monde ne connaît pas évidemment en détail la question des délais de prescription. Mais il y a des règles un tout petit peu particulières, règles importantes, notamment les compensations dans le cadre de réclamations contentieuses, dans le cadre d'instances, voyez-vous. Parce que, voilà, quelle est l'idée? Puis ensuite, on développera un tout petit peu la technique ici. L'idée, au fond, est assez simple, vous voyez. C'est quelqu'un, un contribuable, qui fait une réclamation pour demander la restitution, la diminution de son impôt, dégrèvement, et a priori, peut-être, il a raison. Mais l'administration, du coup, se rend compte que par ailleurs, n'est-ce pas, le contribuable n'a pas respecté ses obligations, vous voyez. C'est-à-dire, il demande une restitution, mais par ailleurs, lui, peut-être, il a commis une indélicatesse ou il n'a pas payé suffisamment. Et donc, dans ce cas, c'est assez logique, vous voyez, la loi prévoit que l'on peut compenser. Vous compensez le dégrèvement que vous demandez, auquel vous avez droit, le cas échéant, avec une insuffisance que vous avez commis par ailleurs. Et alors, la loi, sur ce point, précise que ceci peut se faire malgré l'expiration des délais de prescription.
Alors, a priori, comme ça, la première étape, si vous voulez, de la compensation, c'est pour le même impôt. C'est vrai, si vous demandez un dégrèvement en matière d'impôt sur le revenu, mais par ailleurs, l'administration constate que vous avez une insuffisance, vous avez commis une insuffisance sur cet impôt sur le revenu, donc on le compense, et on le compense malgré l'expiration des délais de prescription. Ça, c'est la première approche, n'est-ce pas? Mais la loi va un tout petit peu plus loin et prévoit des compensations entre plusieurs impôts, vous voyez, à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, on peut compenser l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, taxes sur les salaires, en fait, toutes ces taxes qui sont énumérées ici, ça va un tout petit peu plus loin, et on peut également une autre compensation à propos des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, vous voyez, qui donne la formalité fusionnée. Donc cette compensation intervient encore une fois, quel que soit le délai, même si le délai de prescription est expiré. Et c'est évidemment un point important, bien sûr, c'est une garantie pour l'administration fiscale. Mais justement, vous voyez, poursuivons le raisonnement, puisque l'administration fiscale peut demander la compensation, eh bien, il est tout à fait logique que le symétrique existe pour le contribuable. Le contribuable aussi pourra demander la compensation lorsque finalement l'administration lui demande un supplément d'imposition et qu'il peut prouver que par ailleurs il a eu, comme disent les textes, une surtaxe, c'est-à-dire qu'il a été trop imposé par ailleurs, et donc là, pour éviter la double imposition, bien sûr, que dans ce cas, le contribuable pourra demander la compensation. Autrement dit, la compensation a deux volets, deux niveaux. Vous avez la compensation demandée par l'administration fiscale, le plus fréquent, il faut le reconnaître, mais enfin, le contribuable aussi peut demander, le cas échéant, la compensation lorsque l'administration fiscale lui fait un redressement. Et puis, il y a des cas d'inopposabilité de la prescription, vous voyez. Et c'est là qu'il faut revenir encore une fois sur la définition des concepts que j'avais évoqués lors d'un cours précédent, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a le droit de contrôle et le droit de rectification de la base et le droit de reprise. La prescription, je répète, ne concerne que le droit de reprise. Par conséquent, cette prescription ne sera pas opposable dans certains cas. Commençons par les impôts directs, n'est-ce pas? Les impôts directs, c'est qu'on peut vérifier, l'administration pourra vérifier des opérations qui ont été effectuées pendant la période prescrite, mais qui auraient une incidence sur les résultats de la période vérifiée, c'est-à-dire de la période non prescrite. Alors le cas type, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, mais revenons-y, c'est le cas des reports déficitaires. Vous voyez, si on est dans le délai de 3 ans, l'administration vérifie une société, elle se rend compte qu'elle a eu un report déficitaire qui vient en diminution évidemment des résultats fiscaux de la période non prescrite, de la période vérifiée, et donc l'administration pourra poursuivre ses investigations, c'est-à-dire pourra exercer son droit de contrôle. Voilà, c'est là qu'on retrouve la distinction. Elle pourra exercer son droit de contrôle sur l'origine des déficits. Alors ça peut être les déficits reportables, ce qu'on appelle le report en avant. Ça pourrait être également le report en arrière, n'est-ce pas, des déficits, puisque ça ouvre droit à une créance, et la créance peut avoir une incidence, bien sûr, sur la période non prescrite. Et puis c'est également la question dans les groupes d'intégration fiscale. Vous savez, on aura l'occasion de revenir sur l'intégration fiscale, mais enfin en 2 mots, vous le savez déjà, c'est que dans l'intégration fiscale, on calcule un résultat d'ensemble au niveau de la société mère, et donc ce résultat d'ensemble peut être naturellement soit un bénéfice, soit un déficit, et s'il s'agit du déficit d'ensemble, qui résulte de la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, eh bien là encore, l'administration pourra poursuivre ses investigations jusqu'à la date d'origine du déficit ou, le cas échéant, de la moins-value à long terme. Donc c'est là, vous voyez, qu'on voit l'importance qu'il y a à bien distinguer la prescription du droit de reprise du droit de contrôle. Vous voyez, le droit de contrôle, c'est un droit qui est plus général. Alors voilà, c'est l'exemple qu'on peut citer ici, vous voyez, d'un report déficitaire. C'est une question très classique qu'on rencontre très fréquemment dans les contrôles fiscaux. Alors ça, c'était pour l'impôt direct, taxe sur les chiffres d'affaires, notamment la TVA.
Et alors, il y a une disposition dans la loi qui dit que les assujettis à la TVA doivent présenter les documents qui justifient la taxe déductible ou le crédit de taxe, même si ces documents ont été établis lors d'une période prescrite. Vous voyez ? Oui, parce que là encore, la justification apparaît assez claire. Vous voyez ? Ces documents ont été établis en période prescrite, mais ils peuvent avoir une influence sur la période non prescrite, parce qu'il s'agit par exemple de déduction. Or, comme vous le savez, on peut déduire, en principe on déduit le mois qui suit, mais enfin, il y a le système de la péremption de droit à déduction, on peut déduire dans un délai de 2 ans, et donc il faut que l'administration puisse, le cas échéant, aller vérifier qu'à l'origine, finalement, cette déduction était bien justifiée. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'en reparler à plusieurs reprises de ces questions, notamment de déduction de TVA, puisqu'en effet, la TVA est à l'heure actuelle un impôt qui est tout à fait, je dirais, dans le viseur du fisc, parce que c'est un des impôts les plus fraudés, ce qui explique toute une série de dispositions, dont celle-là en particulier. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.